Bonjour et bienvenue dans La Pause Café. La Pause Café, c'est l'instant convivial de votre journée de travail. Aujourd'hui, je reçois, et c'est un grand plaisir, Charline Lambert. Charline, bonjour. Bonjour Frédéric, ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Charline, donc, tu es doctorante chez nous, mais je te laisse te présenter pour le sujet de thèse. C'est ça, que je suis doctorante à l'Institut ACAL. J'ai bénéficié d'un mandat FNRS pendant 4 ans. Et donc maintenant, je suis sans mandat FNRS, mais je termine ma thèse avec Pierre Pirat, qui porte sur le signe politique à l'épreuve des expériences sensorielles limites, par exemple la surdité, par le biais de 3 auteurs francophones. Donc je termine l'écriture, voilà, j'essaie d'agencer tout le dispositif d'écriture et tout. C'est un peu compliqué, mais ça avance bien, ça avance vers la fin. Voilà. Super. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Charline, elle est donc doctorante. Elle a aussi, on va en parler un peu plus tard, une activité d'auteur, notamment en poésie. Charline est malentendante et donc c'est pour ça que j'essaye d'aller un peu plus lentement et de bien articuler. Si tout d'un coup, vous ne nous voyez pas et vous nous voyez écrire sur nos claviers, c'est que quelque chose, un mot a mal été entendu. J'ai proposé de couper ça au montage, mais Charline préfère laisser parce que ça fait partie de son quotidien. Et c'est tout. Finalement, elle a tout à fait raison. Donc voilà, on va essayer de faire ça le plus simplement possible et je te remercie d'être là, vraiment. Un sujet de thèse donc, sur la poésie, qui est donc en rapport avec ton activité annexe. Tu es pour l'instant dans la phase de rédaction de la thèse. Est-ce que le confinement se passe bien chez toi? Et est-ce que justement tu arrives à bien avancer sur la rédaction de la thèse? Ou justement, est-ce que tu préfères une ambiance de travail différente de chez toi pour travailler de manière plus productive? Mais le confinement se passe bien, merci. Ça se passe bien. C'est vrai qu'au début, on s'est demandé, enfin, je me suis demandé du coup comment ça va se passer, puisque j'ai toujours besoin d'une mise en mouvement, d'une mise en marche, d'une mise en horizon, si tu veux, pour pouvoir faire alimenter ma pensée. Et donc, avec le confinement, je me suis dit, mais comment ça va être possible de pouvoir comment, se sédentariser, tu vois, sédentariser la pensée, pas la mettre en sourdine, littéralement. Et donc, ça se passe bien. Au début, c'était un peu compliqué de dire quel est le sens, quel sens je vais trouver, quelle impulsion je vais donner à ma thèse. Si derrière, dehors, ça part dans tous les sens, tu vois. Donc, comment bien canaliser aussi l'intention qu'on veut mettre dans la thèse et comment pouvoir préserver ce sens-là. Donc c'est vrai qu'au début, il a fallu quelques ajustements, se disant comment la pensée va se mettre à plat quelque part, sans marche, sans dehors, sans air, sans l'extérieur. Mais finalement, ça va, enfin, j'ai pu trouver un moyen de pouvoir continuer cet élan que j'avais, tu vois. Donc ça va. Et donc, du coup, je me dis, le sens que je veux mettre dans ma tête, finalement, correspond aussi au sens de ce qui se passe dehors. Comment les problématiques du dehors vont pouvoir nourrir les problématiques du dedans. Donc, c'est toute une réflexion, mais ça se met bien. Est-ce que tu crois que le confinement aura une influence sur le choix des mots, sur les réflexions que tu ajoutes, enfin que tu es occupé de mettre sur papier dans ta thèse? C'est une Est-ce que bonne tu, question. est-ce que tu penses que ça, quelque part, l'environnement maintenant va influencer des années de recherche au moment de la rédaction? Ouais, c'est une bonne question, mais ça, je le pense depuis toujours. Je le pense depuis toujours dans la mesure où on cherche à communiquer avec l'extérieur, trouver du sens à l'extérieur. Forcément, ça influe le sens que tu mets dedans. Et ce confinement, ce virus en particulier, oui, il va forcément influencer quelque part les dimensions qu'on va produire au quotidien. Forcément, ça nous oblige à plein de réflexions.
mais je le pense depuis toujours, donc je ne suis pas étonnée à l'idée que forcément on va retrouver moult références sur le confinement que nous vivons, sur le virus qui nous tombe dessus aujourd'hui. Le truc, la question, c'est de pouvoir bien poser le problème, bien poser ce sur quoi on va se diriger par rapport à tout ce qui nous entoure. Comment on va pouvoir bien toucher la question. C'est ce à quoi je m'emploie dans ma tête, mais c'est vrai que ça a une incidence sur les mots, sur le choix des mots, sur le choix de notre relation à l'extérieur, forcément. Voilà. Et est-ce que, donc, tu as dit que ça avançait bien dans la rédaction, donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est Est-ce que, vrai. ouais, est-ce que tu gardes des contacts avec tes collègues pendant le confinement? Oui. Ou est-ce que justement tu t'enfermes dans une bulle pour pouvoir écrire? Ou alors justement tu as besoin de parler à des gens, d'en discuter, etc. C'est vrai qu'au début, j'ai eu besoin de me mettre dans ma grotte mentale et de pouvoir me dire prends un temps pour toi, bien cerner ce qui arrive. Mais maintenant, oui, j'ai beaucoup de contacts avec mes collègues. Je suis en train de rédiger un article avec Maxime Thierry, un Mhm. collègue assistant en poésie, génial. Donc, on prend plaisir à ça. Enfin, j'ai souvent les petits collègues, les petits retours de collègues qui me disent comment tu vas et comment ça se passe. Ils vous parlent de la thèse, de la rédaction, de la recherche. Donc, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que le dispositif de, de Zoom, de Teams, de visio, enfin, c'est très, très, très compliqué aussi pour trouver un moyen de pouvoir se parler en présence. Donc, comment est-ce qu'on va trouver de la présence, risquer la présence, surtout pour moi qui ai du mal déjà en vrai de pouvoir communiquer aisément, comment on va pouvoir risquer cette parole en message ou en écrit, quoi. Donc C'est voilà, ça. c'est cool de te voir, c'est chouette. Ouais, je suis ravi également. Mais est-ce que justement, le fait de passer tout de manière virtuelle, est-ce que Oui. tu as privilégié l'écrit plutôt que la vidéo dans les échanges pour l'instant? Ou est-ce que justement la vidéo avec la lecture labiale Ouais. aide justement à ça? Alors, tu m'as dit que tu craignais un décalage entre le son et l'image. Heureusement, on n'a pas ça, donc C'est vrai, on n'a pas ça. ça facilite beaucoup. Mais est-ce que tu as justement eu ces soucis-là pendant le confinement? Au début, ouais, au début, je l'ai eu. J'avais des réunions visio avec des collègues et je comprenais mais absolument rien parce qu'il a fallu m'adapter, enfin, comment dire, endosser cette nouvelle du dehors, arriver à se dire, en fait, le son n'est pas raccordé à l'image, comme tu dis. Et du coup, il fallait à chaque fois apprivoiser la voix de ma collègue qui était un peu modifiée, qui n'arrivait pas en même temps que ses lèvres. Il fallait apprivoiser le dispositif. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais ça, tu sais, en tant que personne sourde, on le vit quasiment tous les jours. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu ne connais pas bien sa voix, donc tu dois à chaque fois entendre la voix, essayer de la raccorder aux lèvres. C'est très très compliqué, mais quand tu fais ça en 30 ans, j'ai 30 ans, 31, et donc tu arrives à plus ou moins gérer ça. Mais c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à ce nouveau dispositif qu'est la rencontre virtuelle par visio. C'est effrayant. C'est très effrayant au départ de dire en fait, je ne peux pas tenir une conversation très longtemps, et surtout pas avec plusieurs personnes, ça, pas moyen. Donc, une personne, ça va, pour autant qu'elle ait tout le matériel, tout le dispositif nécessaire. Mais je pense vraiment aux étudiants, sourds et malentendants, qui doivent suivre des cours en vidéo, qui doivent vraiment composer avec ça. Franchement, c'est pas simple et je pense très fort à eux, quoi. Compliqué. C'est clair qu'on on a souvent parlé avec les collègues ou même ici dans ces podcasts de la barrière technologique que met la distanciation sociale qu'on vit pour le moment. C'est vrai que
toi, tu as une barrière en plus, C'est ça. quelque part. Bon, heureusement, la technologie, ça n'a pas l'air d'être une barrière pour toi, heureusement. Donc, mais ça te fait une barrière à laquelle on ne pense pas tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que entre collègues, on va effectivement organiser une réunion. Il y a des gens qui, souvent en réunion, ne branchent pas la caméra. Ou C'est ça. alors, si tu as une réunion à 5, 6, ça parle en même temps. Et donc ça, c'est vrai que ce sont des aspects à prendre en compte. Effectivement, ça ne doit pas être évident lors des cours en ligne. Heureusement, on peut enregistrer ces cours-là et les rediffuser, mais est-ce que toi, justement, pendant tes études, tu as eu des soucis par rapport aux professeurs? Alors, on connaît tous des professeurs qui marmonnent un peu comme ça, ou qui ont des barbes encore plus longues que moi. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, en tant qu'ancienne étudiante? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de mes professeurs avant n'avait un masque. Ah, Donc là, je pouvais suivre la lecture labiale. Moyennant quelques ajustements, genre je me mettais au premier rang pour pouvoir bien suivre le cours. Et parfois, je les trouvais des professeurs pour leur demander est-ce que c'est possible de ne pas parler enfin, d'eux à l'auditoire, quoi. Donc, c'est vrai que c'est particulier dans un monde majoritairement entendant de pouvoir trouver une place. Mais ça vaut pour tous les handicaps. Je mets ça entre guillemets parce que je déteste ce mot, mais ça vaut pour tous les handicaps qui demandent une adaptation sensorielle, une adaptation de communication. Donc, il fallait aussi parfois ajuster ma présence en fonction de la personne qui enseignait, quoi. C'est vrai que la barbe, toi ça va, mais la barbe en général, c'est parfait. Donc, ça s'est bien passé en général, très très bien. Elle aussi, elle a eu beaucoup de chance, vraiment ouais. beaucoup de chance. Ben, Vraiment. je crois effectivement les gens peuvent tout à fait comprendre. Personne ne va rouspéter parce que quelqu'un demande une adaptation ou quelque chose comme Ah, ça. Je ne pense pas. Maintenant, c'est comme on en a discuté avant d'enregistrer ce podcast, c'est que n'étant pas confronté à ça régulièrement, voilà, c'est parfois difficile d'appréhender l'autre et de savoir finalement. euh, alors, si c'est quelqu'un qui est totalement sourd, on sait que de toute façon, elle n'entend rien, elle le comprend. Enfin, voilà, elle peut pas comprendre le son. Maintenant, dans ce cas-là, je t'ai posé la question, à quel point est-ce que tu m'entends pour justement, moi, pouvoir m'adapter quelque part. Et merci. donc, c'est des questions parfois qui, alors, je les ai posées en toute franchise et je sentais bien que tu étais réceptive à ça, mais ce sont des questions qui peuvent parfois euh, gêner des gens qui le vivent moins. Et donc, c'est pas le but peut-être de la personne qui pose, mais on peut parfois être maladroit. Bien Euh, sûr, bien sûr. et donc, c'est un peu enfin, pas la crainte, parce que je suis toujours content de rencontrer d'autres personnes et d'avoir des profils différents. Mais c'est un peu, je me suis dit, tiens, comment est-ce que moi, je peux m'adapter à la situation. Et voilà, donc je suis content qu'on arrive à discuter et qu'on se comprenne. Voilà, et je suis aussi content que quelqu'un qui est malentendant ose parler. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit, c'est que quand on regarde, alors moi je t'ai découvert via la vidéo d'Emerita de Myriam Ouatté-Delmotte, Oui. et donc je ne te connaissais pas, et j'étais pas étonné, mais j'étais agréablement surpris d'entendre quelqu'un qui fait de la poésie et qui, étant malentendante, déclame elle-même sa poésie. Parce que justement, il y a des gens qui parfois n'osent pas parler parce que la voix est un peu différente, a une intonation un peu bizarre, parfois. Et donc, ça fait justement plaisir d'avoir quelqu'un qui ose et qui aime prendre la parole, vu qu'on peut te retrouver dans pas mal de vidéos sur Internet. Oui, c'est vrai. Mais, je voudrais souligner une chose aussi, c'est par rapport à ce que tu disais
la question de poser la question à une personne sourde ou malentendante, tiens, comment est-ce que tu appréhendes, toi, comment est-ce que moi je peux m'adapter à toi, enfin, je trouve que le contact avec toi était excellent dans la mesure où tu m'as posé la question, mais sans postuler que je ne comprendrais pas. Ça veut dire que tu n'as pas exagéré la voix en me parlant comme à une personne âgée ou qui vraiment hurlait, ou tu n'as pas exagéré la prononciation. Enfin, tu as bien fait attention à ce que je puisse lire sur tes lèvres, mais sans forcément exagérer. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui m'insupporte en général, c'est les gens qui exagèrent. En fait, c'est pas tant le besoin de parler plus fort ou d'exagérer la prononciation. Enfin, je parle à titre personnel. Enfin, c'est vraiment, j'aime bien qu'on me pose la question, mais en restant soi-même. Tu vois, comme tu l'as fait, en fait, c'est de poser la question, tiens, est-ce que ça va pour toi? Je suis moi, je parle comme ça, est-ce que c'est OK? Moi, je réponds, OK, c'est parfait, mais est-ce que tu peux juste, par exemple, ne pas parler? Ah, par exemple, là, je vais rien Oui. comprendre. Si je me mets comme ça n'ira pas. Là, c'est plus compliqué, par exemple, tu vois. Donc, il m'a posé la question, mais par respect, avec respect, tu vois. C'est vraiment une relation de réciprocité. Ouais. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, entendant, malentendant, tu vois. Certainement pas. C'est vraiment se mettre à part égale et se dire, tiens, comment on va établir un contact en respect. Et deuxième chose, effectivement, prendre la parole, c'est pas simple. C'est pas simple parce que appréhender, apprivoiser sa propre voix en tant que personne sourde, c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai tendance à parler en arrière, parler de façon voilée, voisée, c'est ça. Donc je m'entends, je décèle ça et je n'aime pas. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça, il faut vivre avec, il faut aimer. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est un peu con ce que je dis, mais il faut apprendre à pouvoir vivre avec soi-même. Et vivre avec soi, c'est aussi vivre avec ses capacités ou ses particularités qui nous sont données. Donc, on essaie de faire avec. On essaie de voir comment ça peut composer avec soi, avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on veut mettre dans les mots, dans la poésie, pour ma part. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la poésie, dans la prise de parole? De quoi on veut parler? Comment on veut parler? Comment on arrive à parler? Comment on n'y arrive pas? Donc, arriver à écrire avec ça aussi, donner ses composantes à percevoir à l'autre, tu vois, les donner à l'autre pour qu'elle les perçoive, qu'elle les comprenne ou pas. Chacun est libre. Mais c'est vrai que je te remercie de saluer le risque que je prends en prendre la parole. Mais C'est compliqué. voilà, moi je trouve ça très bien parce que j'ai déjà croisé des gens qui n'osent pas trop. Et voilà, on a ici à Namur une école où ils mélangent des classes entre malentendants, sourds, muets et autres. Enfin, Ouais. et j'ai pas envie de dire normal, entre personnes qui entendent, Entendant. les enfants qui entendent. Et donc, ça se passe très bien et c'est quelque chose qui se passe bien. Les enfants ont plein de respect et ça permet aux, aux personnes qui sont malentendantes ou sourdes d'oser s'exprimer et de ne pas être que avec des gens sourds et malentendantes parce Okay. que justement, ça permet une mixité qui permet de s'ouvrir et de s'épanouir en tant qu'enfant. Ouais. Et apprendre, et aussi pour les enfants qui entendent, permettre d'appréhender l'autre avec une différence de façon respectueuse et de s'adapter eux-mêmes. Donc, je trouve ça génial. Moi, j'ai pas eu ça quand j'étais petit et donc, j'essaye de m'adapter, mais je préfère poser la question en toute innocence Bien sûr. plutôt que d'effectivement dire est-ce que tu m'entends? Oui, Enfin, c'est voilà. horrible ça, c'est horrible. Ça, c'est pas possible. Mais voilà. Est-ce que tu crois justement que c'est le fait d'être malentendante qui t'a incité à prendre la parole d'une manière différente via la poésie?
Ou est-ce Alors, que c'est quelque ah, chose que qui, je est-ce comprends, que c'est quelque chose que tu as toujours aimé, que tu as envie, moi aussi j'ai envie de faire de la je poésie? comprends la question. Attends, je crois qu'on a un bug. Là. Je vois plus. Ah voilà, ça va, tout va Ouais. bien. Oui, oui, nickel, ça n'a pas changé chez moi. Mais c'est une belle question parce que à la base, enfin, je ne sais pas bien comment y répondre, mais c'est pour ça que c'est une belle question. Ouais. Je ne me définis pas à la base comme une personne sourde et malentendante. En fait, je me définis comme une personne en soi, du mieux que possible. Et du coup, j'ai un penchant incroyable pour le langage, la poésie, le fait de pouvoir d'articuler les mots, de pouvoir les comprendre, de jouer avec leur musicalité. Enfin, j'ai ce penchant-là naturellement. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir te dire à toi, avec ta question, qui viennent du fait de ma surdité. Tu vois, je pense que ça fait partie d'un tout aussi, ça fait partie de mon intérêt pour l'art, pour les différentes formes d'art. Et la poésie s'est imposée à moi, mais comme une évidence. Donc je ne sais pas trop si c'est en réaction à ma surdité ou si c'est simplement quelque chose qui vient de source et que je cherche à travailler, tu vois. Oui, c'est C'est vrai vrai, que là où je peux te répondre aussi, c'est me dire en tant que personne sourde, qu'est-ce que je peux donner à percevoir, donner à percevoir la qualité des sons que je peux entendre moi-même, dans la mesure où je peux les entendre, et comment je peux les agrandir aussi en les donnant par le langage. c'est Voilà, je c'est- ne sais c'est- pas si ça répond vraiment, mais oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la question aurait été plus facile si, par exemple, tu étais devenue malentendante suite à un accident. ouais, Donc, voilà, ça aurait peut-être été une réaction. Maintenant, effectivement, comme chez toi, c'est de naissance, c'est effectivement un tout et ça a sans doute dû influencer comme plein d'autres choses quelque part. Et donc, euh, et donc c'est vrai que ça, ouais, c'est une question impossible à répondre quelque part. mais Et ouais, euh, tu as tout à fait raison. c'est comme Est-ce que si on ça... te demandait est-ce que tu écris avec le fait que tu as une barbe, tu vois, Oui, c'est oui, c'est tellement naturel pour toi que c'est ça, ouais. la question par quelqu'un de quelqu'un qui n'a pas la perception que tu vis, ça, c'est forcément normal, tu vois. Mais pour moi, ça me semble tellement inhérent à ce que je Ouais, c'est ça. suis que je ne Ouais, sais pas te répondre, tu vois. tout à fait. Et est-ce que ça a été facile de te faire publier? D'abord, je suppose que tu écrivais déjà pour toi depuis longtemps. Et qu'est-ce qui t'a poussé tout d'un coup à me dire, tiens, je vais publier ce que je fais? Ce qui m'a pris d'un coup, ben, un coup de tête. Mais vraiment, je me suis dit, tiens, j'écris depuis des années, comme tu dis, voilà. Et je vais rassembler tout ça en une espèce de recueil qui pourrait se tenir. Et après, j'ai suivi un cours de Philippe Lecoq à la Lucienne, qui avait habité Yves Namur, mon premier éditeur. Et là, j'avais vu une rencontre entre deux poètes qui parlaient de leur façon d'envisager la poésie. Et donc, j'avais eu un choc à cette rencontre-là, à Lucienne en plus, encore une fois. C'est génial, cette université. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Allons-y, allons voir, envoyons ça. Donc, même sur un coup de tête, j'ai vraiment envoyé ça. Il m'a dit, tiens, ça méritera d'être publié. Et voilà, quoi. Donc, c'est la joie, c'était chouette. Donc, après, j'ai poursuivi, voilà. Parce que je suppose que, alors moi, je suis plus habitué à la bande dessinée, Je vois. voilà, en tant qu'ancien libraire. C'est vrai que la poésie, c'est quelque chose peut-être qui se vend moins, qui est moins demandé en librairie. Comment est-ce que tu, comment est-ce que ton recueil a été reçu parce que la poésie, c'est déjà assez confidentiel, mais en Belgique francophone, c'est tout petit. Et donc, comment est-ce que justement ça a été reçu? Est-ce que tu as eu des réactions du public par rapport à ça, Oui, par mais en rapport à fait, ta publication? il y a clairement une ambivalence.
dans la perception de la poésie aujourd'hui, comme tu le dis, c'est vrai que c'est confidentiel dans la mesure où les gens, entre guillemets, se disent en général c'est compliqué, c'est nébuleux, je comprends pas très bien de quoi ça parle, c'est un peu éthéré, tu vois, ça parle de petites fleurs, de cailloux, de papillons, enfin. Donc il y a vraiment un parti pris en général, que j'ai pu constater en tout cas. Mais il faut savoir que la publication de poésie en Belgique est très vaste. Il y a énormément de recueils qui sortent, énormément de belles choses qui se font. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'organismes de promotion, de diffusion qui s'emploient à faire connaître la poésie à un large public. Mais ma réflexion, c'est que la rencontre avec la poésie se fait presque, presque de façon fortuite. C'est pas quelque chose qui est imposé. Donc ça veut dire que tu peux te promener quelque part et tomber sur un recueil d'Henri Michaud, par exemple, pour ne prendre que lui. Tu tombes sur un recueil d'Henri Michaud et là, tu as une sorte de rencontre, mais au sens fort. Donc je suis pas, comment, je suis pas partisane du fait qu'il faudrait diffuser largement en disant je vais rencontrer quelqu'un. Je pense que ça participe effectivement, ça, je ne remets pas ça en question du tout, enfin en question du tout, mais je pense aussi de la personne qui rencontre à un moment donné dans sa vie quelque chose qui lui bouscule l'horizon, tu vois. Ouais. C'est peut-être confidentiel dans la mesure où c'est compris comme ça. Moi, je pense qu'en fait, c'est très très large. Et, ça demande à être rencontré n'importe comment, n'importe où, de façon exigeante. Il faut être en disponibilité, il faut être vraiment avoir cette position intérieure, de se dire, je rencontre quelque chose, c'est un événement. Mhm. Voilà. Oui, la poésie, c'est personnel quelque part. Donc, chacun le reçoit, enfin, chacun le prend comme il le reçoit. Et donc voilà, tu en es maintenant à quatre ouvrages, 4 recueils. C'est ça. Tu as aussi eu la chance de recevoir 3 prix, si je me C'est ça. souviens bien. Donc, notamment en 2017, le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Félicitations. Ça doit être une fierté d'avoir une reconnaissance dans son travail aussi en tant qu'auteur. Parce que c'est effectivement, oui, c'est quelque chose peut-être, comme tu l'as dit, pas forcément confidentiel, mais pas non plus très euh, promu, dans le sens, il n'y a pas forcément beaucoup de publicité autour des ouvrages de poésie, etc. Et donc, le fait que dans ce petit milieu, on ait une reconnaissance quelque part d'un organisme, ça doit faire quelque chose en tant que reconnaissance, quoi. Est-ce que tu continues à écrire maintenant pendant la rédaction de ta thèse? Tu écris des textes Oui. maintenant? Mais je n'ai jamais arrêté, tu sais. C'est vraiment une nécessité. C'est vraiment une nécessité chez moi d'écrire de la poésie, quoi. C'est vraiment. Je le cherche même pas, je fais pas exprès. C'est là, tu vois. Et le truc, par contre, c'est de travailler dessus. C'est ça. Travailler sur les textes, travailler sur les mots, travailler sur les manuscrits. J'en ai plein derrière moi, ils attendent à être travaillés, travailler, travailler. Je n'aime pas trop les trucs, je lâche un machin et on verra ce qu'on en fait. Non, j'aime bien remettre 100 fois sur le métier. C'est ça, oui. C'est important pour moi, je fais pareil pour ma thèse, c'est pour ça que ça avance très lentement, tu vois. Ça prend du temps. Pour moi, c'est vraiment un travail. C'est une nécessité et un travail. Est-ce que tu écris plus spécifiquement maintenant sur le virus, le confinement, sur l'enfermement, Non, ou pas, pas spécialement? non, Ça influence tes textes? Ça t'inspire de nouveaux textes? non, ça, le confinement, l'enfermement, le coronavirus, non, ça m'inspire absolument pas.
Non, mais absolument pas. À un moment donné, ça m'a freiné dans mon écriture, justement, parce que ça m'est pas inspirant. Je pensais vraiment au personnel soignant, aux personnes décédées, aux personnes proches qui ont attrapé le virus. Comment écrire à partir de ça? Donc ça, c'est une bonne question aussi à se poser en tant qu'auteur. Qu'est-ce qu'on va faire de ce matériau-là? Moi, je refuse complètement de l'écrire à partir de ça. C'est pas Je- ma je- manière de ouais, travailler. pas vraiment le virus, je pensais plutôt au ressenti d'une vie différente, tu vois. Ouais. La vie a changé assez radicalement depuis ces 2, 3 derniers mois, et c'est plutôt ce changement de vie brusque et soudain qui, à mon avis, pourrait inspirer d'autres états d'esprit et donc faire amener à une certaine réflexion sur d'autres thèmes dans tes poèmes. En fait, c'est plutôt là-dessus, plutôt que vraiment nommer le virus, etc. C'est plutôt des réflexions sur le changement de style de vie, quoi, que je pensais qui pourrait influencer ton travail. Ouais, ouais, je conçois le changement comme la seule chose impermanente. L'impermanence comme la permanence. Ouais, je ne sais pas si je suis claire, mais je veux dire la permanence en général, c'est le truc qui change le plus. Je reformule. Je vais reformuler. Enfin, le changement, c'est vraiment inhérent à toute pensée. C'est pas possible d'avoir une pensée figée, statique, immuable, fixe. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, dans la mesure où j'envisageais déjà la vie comme une suite de changements, ce changement-là, il est fort parce qu'il est collectif. Il engage beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de minorités. Ils sont invisibilisés d'une manière incroyable. Bref, donc ce changement-là, c'est déjà la base de mon travail, de ma pensée. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose, tu vois. Juste, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va Ouais. faire collectivement après? À qui allons-nous donner la parole? Tu vois, à qui allons-nous donner la voix? À des minorités qui ont été ostracisées, vraiment mises au rebut, tu vois. Ça me pose vraiment, vraiment question. Donc, si je dois nourrir mon écriture avec ça, ben, ce sera avec ces minorités qui ont été bafouées déjà depuis très longtemps avant le confinement. Donc, voilà. Est-ce que tu fais partie de celles qui croient que ça va insuffler un changement dans la société? On en a parlé ici avec le podcast de Véronique Braguer qui, elle, pense, on va résumer, mais que ça peut apporter des nouvelles choses. Est-ce que toi, tu crois qu'on va vers une société qui va essayer de se rééquilibrer? Ou justement, est-ce que tu crois que dans 6 mois, ça va redevenir exactement comme avant? Ah, c'est une grande question, ça. Ah oui, mais Ouais. Ben, je voudrais garder un optimisme. Je voudrais garder l'optimisme des personnes qui se disent enfin, on va donner la voix aux minorités. Enfin, on va faire quelque chose pour que les lignes changent, pour que la majorité cesse d'être oppressante, oppressive. Tu vois? Je voudrais garder cet optimisme-là, mais c'est pas toujours gagné quand je vois le discours politique, le discours qui me mettent vraiment mal à l'aise, qui n'ont vraiment rien fait pour justement pouvoir se dire il nous faut un déclic aussi grand que ça pour pouvoir faire changer les choses. Non, non, non. Ça a continué sur le même ton, ça a continué sur les mêmes prises de décision. Une part dégueulasse par ailleurs, enfin, mais bon, je te dis, je voudrais garder cet optimisme-là. Voilà, pas trancher véritablement pour une réponse ou pour une autre, mais pouvoir se dire, j'espère, purée, j'espère. c'est ça.
c'est un peu mon cas aussi. C'est-à-dire que je suis un peu désespéré de voir que certains réflexes ou certaines pensées n'ont pas changé, mais j'aime à croire que certaines idées ont pu germer chez certaines personnes pour essayer de changer un peu les choses. Donc, on verra. Voilà, je reste aussi optimiste, un peu comme toi. Restons, on va appeler ça optimiste-pessimiste, mais c'est optimisme désespéré un ou peu ça, ouais. optimiste, je ne sais pas. Je C'est ça, ouais. Ou un désespéré qui espère, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Est-ce que pendant le confinement, est-ce que tu en as profité pour... est-ce que tu as découvert des nouvelles passions? Alors, oui, alors la poésie, c'est une passion, mais est-ce que, je ne sais pas, moi, tu t'es mis à la cuisine, au jardinage, à d'autres styles d'écriture, pourquoi pas? Oui, je me suis mis à la broderie. La broderie, ok. Et en fait, j'en faisais quelques fois avant. Enfin, je fais beaucoup de crochet, tu sais, pour me calmer. Et faire des maillons verts, maillons droits, ça me calme. Mais la broderie, finalement, oui, je me suis découvert cette passion. C'était l'occasion, effectivement, de s'y mettre. Ça fait retrouver de la patience. C'est ça, ouais. Et du zen. Est-ce que tu aurais un message à faire passer auprès des collègues ou de ceux qui nous regardent Auprès de ou... mes collègues, ouais, j'ai toujours l'envie de dire gardez le cap. Gardez le cap. Et prenez soin de vous aussi. Vraiment, c'est important. Voilà. Super. Est-ce qu'on peut terminer sur la lecture d'un de tes textes? Est-ce que tu en aurais un à nous proposer? Comme ça permettra à ceux qui ne te connaissent pas de découvrir le style de poésie que tu fais et pourquoi pas leur donner envie de découvrir tes recueils. Ok, bah alors je propose un extrait de mon dernier livre, Une salve, qui est publié à l'âge d'homme en Suisse. Et donc, si tu veux, je te propose de lire un extrait de ça. Comme tu veux. Je ne garantis pas la qualité de mon expression, parce que d'autres lisent mieux que moi, mais je veux proposer, ok. Alors, on va partir du principe que, comme pour une chanson, c'est l'auteur qui, qui, qui peut le mieux interpréter son texte. Oh, ok. Voilà. Donc, dans la poésie, on va dire aussi, celui qui fait le poème est celui qui, sans doute, est à mieux, peut le mieux exprimer ce que le poème a voulu décrire. Donc, ok, on parle j'ai ici confiance. D'accord. Voilà. Allez, on fait ça. Là, le même soleil allonge de l'enfer cette bouffée arrachée à la boue d'être. Dedans, le vaste s'ouvre en dorso où l'ample déroule sa chair claire. Depuis, le seul soleil ne grève les tempes à la poussière, il pousse à la racine d'être. Merci. Merci beaucoup. Et écoute, c'était très agréable de t'avoir. Voilà, ça a permis d'aborder pas mal de sujets, de découvrir un peu ton travail. C'est intéressant d'avoir justement quelqu'un qui a une activité à côté aussi de ses recherches et qui lie ensemble l'activité et son sujet de recherche. Je trouvais ça très intéressant de t'avoir. Merci beaucoup. Merci. Je mettrai en description tous les liens pour retrouver Charline, les liens vers les maisons d'édition, etc. Je ne sais pas si tu as un site personnel où on peut découvrir des textes ou si tu fais ça, mais une page Facebook ou non. Je n'ai pas de site à moi, mais je t'enverrai des liens D'accord. pour les Eh mettre. ben, j'afficherai tous les liens dans la vidéo. On se retrouve bientôt pour une vraie pause café en live à Louvain-la-Neuve. Merci beaucoup. Et si vous aussi qui regardez cette vidéo, vous voulez participer à la pause café, n'hésitez pas.
Comme vous pouvez le voir depuis 2-3 podcasts, on peut aborder pas mal de sujets outre la recherche. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On prendra rendez-vous très très bientôt. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine pause café. Au revoir Charline. Salut.